Alors, bonjour, bien, merci beaucoup d'être ici. Moi, je vais animer cette table ronde qui porte sur la pratique du collectionnement avec certains a priori, je dirais. Le départ de cette table ronde, c'est qu'il y a de nombreuses questions éthiques qui se posent dans le champ de l'art et qui se posent particulièrement par rapport au collectionnement. Donc, on peut penser, mais il y a plein d'autres exemples, au rapatriement d'objets sacrés et culturellement significatifs pour les populations autochtones. On peut réfléchir à des questions comme la sous-représentation des artistes femmes et des personnes non binaires au sein des collections, qu'elles soient privées ou muséales. On peut aussi réfléchir à l'inégalité salariale, qui est encore importante au niveau des artistes femmes et non binaires. Et donc, c'est le sujet général de cette table ronde. Nous avons 3 personnes conférencières que je vais vous présenter. Peut-être juste avant vous dire, on va faire 2 tours de table, il n'y a pas de table, mais 2 tours d'horizon. Une première qui concerne plutôt leur propre pratique de collectionnement et les questions éthiques. Et une deuxième question qui est plus généralement, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Et est-ce qu'il y a d'autres enjeux? C'est sûr qu'il y en a d'autres au sein des réflexions. Alors, avant de céder la parole, je vous présente nos 3 personnes conférencières. Donc, d'abord, Léolie Eshrachi, je m'excuse, Eshrachi, je suis désolée, artiste, commissaire, écrivain australien, qui est aussi boursier postdoctoral Horizon Avenir Autochtone à l'Université Concordia. Il crée des performances, des installations, écrits et projets d'exposition qui sont centrés sur les savoirs incarnés, les pratiques cérémonielles politiques, le renouveau des langues et les avenirs porteurs d'espoir à travers le grand océan. Il fait aussi partie, avec plusieurs complices, du collectif des commissaires autochtones. Élise Jacobson, elle est née à Montréal. Elle a étudié l'histoire de l'art à l'Université Concordia avec une spécialisation dans l'art contemporain. Après avoir déménagé il y a 5 ans à Toronto, elle s'est spécialisée dans l'art inuit dans le cadre de son travail à Finally Fine Arts, une galerie qui représente uniquement l'art inuit et qui travaille de manière étroite avec une variété de communautés dans le Nord. Enfin, 3e personne, Joanie Lapalme, se passionne depuis aussi loin qu'elle se souvienne des œuvres d'art et elle en collectionne depuis une dizaine d'années maintenant avec le principe éthique, qu'on pourrait dire, et la passion de collectionner que des œuvres d'artistes femmes. Elle est par ailleurs avocate en droit de la propriété intellectuelle chez Fasken, où elle s'implique activement dans la valorisation de la collection d'art, une collection des plus intéressantes qui a été créée par le très regretté Maurice Forget. Elle siège également sur plusieurs conseils d'administration dont la mission est liée au champ de l'art. Alors, je commence immédiatement avec la première question. Je vais vous donner à peu près 8 minutes par question, juste pour essayer d'assurer un temps de parole équitable et aussi pour s'assurer qu'on ait le temps de faire le tour, en fait, des 2 questions proposées. Donc, la première question, comment décririez-vous, à partir de votre propre pratique, cette idée d'un collectionnement éthique? Quelle forme prend-il pour vous et qu'exige-t-il? Je ne sais pas qui veut se lancer. Bon, ça fonctionne, c'est bien. Donc, pour moi, un collectionnement éthique, c'est d'assumer la responsabilité de collectionner selon ses convictions, ce qui présuppose au préalable une réflexion sur ce que sont nos convictions. Et donc, en ce qui me concerne, donc, vous avez compris, je suis pas vraiment dans le milieu de l'art autrement que par le collectionnement. Et donc, quand naïvement, j'ai abordé le milieu de l'art au départ, il y a une dizaine d'années, j'ai vite remarqué la sous-représentation des artistes femmes dans les collections, que ce soit privées et institutionnelles. J'ai également remarqué une sous-représentation au niveau des galeristes. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? En fait, il y a peu de choses que je peux faire. Je m'inscris dans ce milieu-là comme collectionneuse. Donc, je me suis dit, je vais collectionner que des œuvres créées par des femmes. Et là, j'aimerais prendre une pause pour m'excuser parce qu'en préparant
la discussion d'aujourd'hui, j'ai réalisé que j'utilise moi-même un discours très binaire en ce que j'utilise beaucoup le terme femme. Donc, pour revenir à ce que je vous disais, un collectionnement éthique, on doit donc se positionner face à nos convictions, mais je pense qu'il faut revoir ces convictions-là donc, dans le temps, puisqu'elles évoluent. Et donc, en ce qui me concerne, là, j'évolue beaucoup vers revoir cette binarité-là entre artistes femmes, galeristes femmes, etc., et avoir un discours beaucoup plus, comme je disais, non-binaire. Et donc, voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, ce que ça implique de mon côté, comme je disais, de non seulement acheter des œuvres faites par des artistes femmes, mais m'interroger beaucoup sur le sujet ou les thèmes ou la sensibilité qui est transmise par ces œuvres-là. Ça implique aussi des discussions qui sont souvent agréables. Des fois, elles le sont moins avec certains collègues sur les raisons pour lesquelles les collections dans lesquelles je suis impliquée. Donc, il y a la mienne, ma collection personnelle. Là, c'est facile, je fais ce que je veux essentiellement. Mais dans d'autres collections plus institutionnelles, sur les conseils sur lesquels je siège, en fait, juste même d'aborder cette réflexion-là. Donc, la réflexion sur pourquoi on a une composition qui est à plus de 80% d'artistes d'un certain type, d'un certain genre. Donc, ce que ça implique, ce collectionnement-là éthique, c'est d'amorcer ces discussions-là, de s'assurer qu'elles ont lieu. Ce que ça implique aussi, c'est des discussions sur la rémunération, s'assurer que quand on pose un geste de collectionnement, les répercussions de ce geste-là sont éthiques. Donc, qu'il y a une... et ça, on va y revenir parce que j'aimerais, lors du deuxième point, ce qu'on peut faire. Il y a des solutions à ce niveau-là. Donc voilà. Donc, ça, c'est comment moi, je vis mon collectionnement éthique et comment la forme que ça prend dans mon quotidien. Il y a un dernier aspect, c'est de discuter des œuvres avec les gens. Donc, d'expliquer la démarche, mais aussi, donc, c'est une opportunité de discuter de ces convictions-là, donc de partager l'importance de collectionner selon ses convictions. Donc, vraiment, pour moi, un collectionnement éthique, c'est se responsabiliser sur collectionner selon ces convictions-là et les revoir au fil du temps pour s'assurer qu'elles sont toujours correctes et éthiques. Est-ce que ça dérange si je parle en anglais? À personne? Non? I really wanted to do it in French, but I feel like I can really get my point across in English. So for me, I work in a gallery that represents exclusively Inuit artists, and coming from a place to understand how the gallery works, and I would say I speak for all the galleries here at Papier and at various Canadian fairs, it really is a priority for the gallerists to show diversity in not only the kind of artist they represent, but the material as well, and the idea of having access to material as a space of privilege, let's say, is something that really matters. So although I work in a gallery, I understand the concept of the space that the gallerist has as an intermediary between the artist and the collection or the private collection or public collection. But for me as a collector, to have diversity in the work that I collect in my home means a lot to me. And I think it's quite easy, especially as Canadian galleries, make it a priority to have that variety. And like, there's nothing I have in my home that I don't know the story of the artist, maybe even the story of the gallery. Where's the gallerist coming from? Why would they choose to represent this artist? And thinking about the background of the work and also the history of, like, you know, also, will I like this work in 10 years? And why? What in me is touched? So, you know, she was saying to have the work you represent show your own values, I think goes long term and is important to understand and have an ethical collection that speaks to you. And yes, go ahead. Je m'excuse, j'ai préparé quelques notes.
Donc, je me présente, Laouli Eshraghi, artiste et commissaire de l'archipel des Samoa, donc autochtone du Grand Océan, souvent appelé Pacifique, mais pas selon nos conceptions, d'une étendue océanique reliant les peuples, les animaux, les oiseaux, les terres, tout autour du bassin du plus grand océan sur Terre, soit un tiers de la superficie planétaire. Donc, je vais décrire une situation courante. Est-ce que je peux mettre les... Ouais. Ah. Je sais pas. J'ai des photos. Vous allez aimer. Okay. Donc c'est un mème qui apparaissait l'année dernière dans une édition de la revue Anne, donc d'art critique, de la critique d'art en Australie, quant à la décolonisation et cette tendance courante. Donc vous allez voir tout le langage des textos, mais décrypté d'une autre manière. Donc je vais décrire une situation courante pour ma communauté, celle des multiples nations autochtones du Grand Océan vivant en diaspora en Australie. En tant que membre du groupe de référence océanien du musée de Melbourne, nous artistes, commissaires et professionnels du milieu muséal, dont l'artiste Gunantuna Lisa Healy, moi-même, et la commissaire et ingénieure Haku Tantine Sana Balai, avons commencé des communications électroniques avec le musée de l'Australie du Sud, situé à Adelaide. Dans la galerie dédiée au peuple premier du Grand Océan de ce musée, il y apparaît ancêtre dans les vitrines, allant de crânes aux os et aux cheveux, pris des cimetières et des vivants par des missionnaires, soi-disant explorateurs et colons dans beaucoup d'archipels. Parmi les choses les plus choquantes pour moi, il y a le fait que les restes humains des individus de haut rang ne sont jamais mis dans des vitrines chez nous, mais dans des récipients finement embellis dans le toit de maisons funéraires spéciales. En 2016, alors, la seule fois que j'ai pu entrer dans cette galerie, qui est d'ailleurs ouverte à tout membre du public ayant un billet, y compris jeunes familles, j'ai ressenti une douleur des plus atroces. J'ai su tout de suite que des présences ancestrales y étaient mal disposées. Pour nous, cette pratique d'exposition visuelle des restes humains, cessé il y a des décennies pour nos relations aborigènes des diverses Premières Nations australiennes, continue de nous déshumaniser et rompt avec maints protocoles coutumiers quant au traitement des défunts. Ces mêmes protocoles sont depuis longtemps maintenus par rapport à nos relations aborigènes, mais pas à notre égard. Donc nous avons écrit de courriels courtois pendant plus de 3 ans, demandant la fermeture de la galerie et la mise en place de protocoles coutumiers en rapport au bon traitement de restes humains. Le commissaire en chef, entre-temps nommé un des représentants muséaux en matière de rapatriement d'ancêtres autochtones pour l'Australie par l'UNESCO, nous a plusieurs fois juré que c'était son premier objectif, mais qu'il y avait de la résistance au sein de l'équipe du musée et qu'il nous fallait être patient. Comment ça marche ? Oui, ok. Après tant de communications électroniques, la douleur quant au mauvais traitement de nos ancêtres et la rupture de protocoles coutumiers, désormais connus de tous les acteurs, nous étaient trop durs comme fardeau à porter. C'est alors que j'ai décidé de ne plus faire confiance aux paroles vides du commissaire en chef du musée de l'Australie du Sud et de créer de cette situation néfaste un nouveau geste performatif voulant servir d'espace liminaire de deuil et de guérison. Intitulé Paper Skin Gesture, ceci signifie peau d'écorce et fait référence à l'écorce du mûrier à papier, donc ici aussi, très répandue dans le Grand Océan. J'ai ciblé le musée qui, d'après son site web, se vante d'une pratique d'exposition qui nous est extrêmement douloureuse et manque de respect envers les restes humains et biens ancestraux exposés dans des vitrines et tiroirs en bois datant du 19e siècle. Nos sentiments exprimés par courriel et finalement par post Instagram, demandant du changement, n'ont eu aucune réponse officielle dans les faits. C'est ainsi que ce geste performatif a été conçu pour servir de moment de deuil et de responsabilité envers la déshumanisation physique et l'exploitation visuelle démontrée par le musée.
Une vitrine en verre a été installée dans la galerie océanienne en juillet 2018 pour faire place à la danse contemporaine, dite inspirée des œuvres dans l'espace, dans le cadre du Festival des Arts de la ville. Malheureusement, ceci a eu lieu en même temps que la semaine nationale fêtant les matriarques autochtones, alors que mettre des danseurs européens dans un espace déshumanisant les autochtones nous a fait davantage de mal. Je raconte cette histoire afin de démontrer comment un collectionnement éthique peut être conçu comme quelque chose en devenir constant. Là où les musées et les archives créées à partir du pillage colonial et hiérarchisant d'antan, il y a de quoi renouveler la relation entre l'objet, son encadrement cérémoniel et intellectuel, et le public initié ou non aux savoirs ancestraux. Pour nombre des communautés autochtones, les objets ou biens ancestraux sont vivants, porteurs de savoirs dits endormis ou oubliés pour plusieurs générations, attendant le renouvellement des générations actuelles. Donc, le musée de l'Australie du Sud a récemment circulé une nouvelle politique sur le rapatriement de biens ancestraux et de restes humains spécifiques aux Premières Nations australiennes. Ceci est une bonne démarche qui mènera peut-être à un meilleur traitement pour les nôtres aussi. Il incombe aux personnes détentrices de collections de ces biens ancestraux de réfléchir à d'éventuels partages d'usage avec les communautés d'origine. Ce n'est pas toujours un choix possible pour celles-ci de demander le rapatriement physique, car les besoins et les capacités en ressources varient énormément. Assurer un accès non compliqué aux biens ancestraux par une relation entretenue continuellement avec les communautés d'origine, soit sur place, soit en ligne, peut donner des suites inattendues et valorisées par tout le monde. Donc, j'ai un exemplaire de cette politique-là, si vous voulez venir voir tout à l'heure. Cool. Peut-être avant de passer à la deuxième question, mais ça va faire un lien entre les deux questions que je vous avais déjà posées, mais il y a quelque chose qui est transversal à vos trois présentations, c'est l'importance du avec. Hein, le avec les artistes, le avec la communauté. Donc, peut-être si vous pourriez juste détailler un peu plus et sans comment concrètement pour vous, dans votre travail, ça se manifeste et ce que ça veut dire, pourquoi vous avez fait ce choix-là et qu'est-ce que ça peut ouvrir comme transformation. Donc, par exemple, cette performance, j'ai fait de la consultation auprès de la communauté locale sur plusieurs mois pour vraiment m'assurer de ne l'infliger encore du mal à personne au sein de la communauté, puisque c'est un dossier qui touche. Et, donc pour moi, c'est une responsabilité d'artiste, mais travaillant avec ma propre communauté, donc ça devient encore plus sensible. Ouais, je pense juste, c'est comme disait hier Caroline Monet, il faut pas le faire et puis s'excuser après, il faut aller vers l'autre et continuer un dialogue, ou entamer un dialogue. Ouais. C'est quoi les questions encore? C'était la question sur la dimension collective, le fait de travailler avec et non pas simplement de représenter des artistes. Oui. Et on vient de mentionner le dialogue. Je pense que le dialogue est fondamental à tous les niveaux. Concrètement, le dialogue que je trouve qui est fondamental dans un premier temps, c'est avec les artistes. Donc, s'assurer que on comprend bien le propos du corpus, que les conditions, je parlais de convictions féministes, que des conditions salariales sont équitables. C'est des choses que si on ne discute pas, on ne le sait pas en tant que collectionneur. On procède avec la transaction, puis on présume des choses. Donc, pour non pas présumer, mais s'assurer, il faut avoir ces discussions-là. Mais je pense aussi que le dialogue est important sur lorsqu'on sort du collectionnement privé individuel, puis on va dans du collectionnement privé plus institutionnel pour faire des firmes, des cabinets, etc. Bien, c'est d'avoir le dialogue avec les gens sur lesquels on siège sur ces comités-là, puis de vraiment discuter des raisons pour lesquelles les collections corporatives ont la composition qu'elles ont actuellement. Qu'est-ce qui a mené à cette composition-là?
et de ne pas avoir peur d'avoir les discussions qui pourraient être inconfortables et porteuses de changements sur... La réalité, c'est que de plus en plus, la composition de ces institutions-là change. Et donc, selon moi, les collections d'art dans lesquelles on vit tous, vraiment, on vit dans ces collections-là au quotidien. Le minimum, c'est qu'elles soient représentatives de cette composition-là. Et idéalement, elles seraient porteuses aussi de convictions plus profondes que simplement esthétique. Je ne veux pas minimiser l'importance de l'esthétisme, mais je pense que ça va au-delà de ça, l'art. Et donc le dialogue, je pense qu'il est fondamental, mais à tous les niveaux. Pour nous, pour mon galerie, c'est un peu différent parce qu'on travaille avec les artistes qui habitent dans le Nord. C'est vraiment loin et c'est très cher de venir à Toronto. Je vais le dire en anglais. So for us, it's very important that the artists who live so far away do get to see the people who are collecting their work, because otherwise they're, working in the studio, it's being shipped down to Toronto, and then that's it. So for us, we take great pride in the fact that we have a great connection not only with the cooperatives that we work with, which we'll talk about in the next question, but also directly with the artists. So as much as possible, every time we have a show, we fly the artist down, which is a huge expense, but really an investment in their career. And it's important for them to understand who's collecting their work, how it's being collected, and also, as we call them Southerners, people who live, Montreal, Ottawa, Toronto, Winnipeg, for them to understand how is their work being interpreted. And I think we try to play the intermediary role, but people come in thinking, you must have done this piece because as a child you were living on the land, when really it's 2019, everybody lives in a house, and it doesn't necessarily come from there. So it's a big responsibility for us working with Inuit artists and also working very closely with Inuit artists that work in Toronto, that the message is clear and it's being understood as relevant contemporary work and not this sort of, it's not nice to say, but as craft, which I think, let's say 40, 50 years ago, Indigenous work was seen less as relevant contemporary. Si ça fait de sens. Est-ce que pour vous et à votre galerie, oui. C'est un engagement alors d'encadrer les œuvres dans une histoire de l'art inuit, oui. Justement diversifiée et pas les artistes puisent dans des moments dans l'imaginaire précolonial d'il y a 5 ans, quoi. Oui. So, désolé, je vais le dire en anglais. What we try to do, just speaking about language, we try to say artists sort of who are Inuit instead of Inuit artists. And it's hard to change the language, and I hope this kind of speaks to what you were saying. It's hard to change the language. But some of the work that we represent is very Inuit, northern looking, and some is more contemporary, and some people think does there still need to be a gallery that specializes in Inuit if we're seeing it as contemporary? And I think that context is still important, and we hope that we make the artists proud in being able to explain what they're showing and the different angles that they're coming with. A lot of our artists have been to Toronto, have been to Montreal, have been to New York City, and have seen work that's from all over the world, and that has really influenced their work. So I think that it's less of a niche, but still we're not quite at the point yet as Southerners when there doesn't need to be the context. Yes. Merci. Il y a déjà plusieurs choses. Hein. Je retiens que certaines des idées qui ont déjà été énoncées, mais l'idée d'une représentation à la fois dans l'art et dans le collectionnement, dans les institutions, l'importance peut-être de revoir les critères esthétiques ou du moins de tenir compte de critères qui seraient ou de convictions éthiques, politiques. Je retiens cette idée qui est assez intéressante et un peu troublante pour une historienne de l'art, mais passionnante, qui est de l'importance de l'intentionnalité de l'artiste.
Et ça remet en cause un peu le rôle des experts de l'art et c'est très intéressant. Cette idée aussi de revoir l'histoire même de l'art, c'est-à-dire quels sont les critères de l'évolution, qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est contemporain. On sait que c'est un des critères d'exclusion préférés, je dirais, dans le subventionnement, dans les collections, pour discréditer des artistes et pour discréditer des communautés. Donc, je pense qu'on a déjà nommé, je dirais, plusieurs enjeux que posent ces questions éthiques dans le champ de l'art actuellement. Mais je vais reposer quand même ma deuxième question plus large, qui est, en fait, comment justement transformer les choses? Quelles sont les attitudes que les collectionneurs, collectionneuses devraient avoir? Quel impact ça aurait aussi sur le milieu de l'art que de prendre à bras le corps, en fait, ces questions fondamentales et essayer de transformer les choses? Mais je pense qu'il y a plusieurs pistes, dépendamment de notre rôle, notre positionnement dans le milieu de l'art. Je pense qu'il y a divers angles d'attaque selon notre positionnement. Donc, au point de vue du collectionnement privé, je pense qu'il y a une réflexion qui est amorcée, mais qui est peut-être pas aussi avancée que dans les milieux académiques, dans les milieux... et donc, je pense que dans ce milieu-là, une des choses qu'il faut faire, c'est s'assurer que cette réflexion-là ait lieu. Donc, ensuite, comme je disais tantôt, il faut avoir les discussions qui sont peut-être moins confortables, mais les discussions sur... se questionner sur ce qu'on a fait. Donc, à moins qu'on commence une collection, mais dans les collections dans lesquelles je suis impliquée, c'est des collections qui existent déjà depuis plusieurs années, des décennies même. C'est de vraiment évaluer la collection aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est, de revoir certains choix qui ont été faits, puis de ne pas être gêné de se départir à un certain moment de certaines œuvres qui peuvent ne plus être en adéquation et même pire des fois, qui peuvent être contraires à nos convictions actuelles. Et ça, je pense que c'est un peu difficile parce que... mais je pense qu'il ne faut pas être gêné de le faire. Puis je pense aussi, on a parlé de la sous-représentation. Donc, il faut vraiment questionner la sous-représentation de tous les groupes. Pourquoi on a des collections dans lesquelles il y a une disparité aussi grande à plusieurs égards. Donc ça, il faut avoir cette discussion-là. Puis je pense surtout qu'il faut aussi s'assurer, comme je disais tantôt, de la rémunération adéquate. Je pense qu'il y a des inéquités, non seulement au niveau de la représentation, mais je pense qu'il y en a également au niveau de la rémunération. Et ça, on s'en sort pas. Il faut avoir les discussions. Il faut même revoir. Et dans le cadre de la préparation de ce matin, je lisais, puis je suis tombée sur un modèle de contrat féministe et équitable. Et en fait, c'est un modèle de contrat qui a été fait en 2016. C'est le fruit d'une collaboration entre un avocat et bioticien, M. Jean-Frédéric Ménard, et l'artiste Arcadie Lavoie-Lachapelle. Puis en fait, je vous inviterai à aller le consulter parce qu'en fait, c'est vraiment intéressant comme proposition. Et essentiellement, donc, ça féminise tous les termes employés dans le contrat, ce qui est... Pour une juriste, c'est rare qu'on voit ça, mais ça fait plaisir. Mais ce qui est fascinant, c'est ça vient introduire le droit de suite qui n'est pas prévu au Canada, en fait, dans le droit canadien. Droit de suite, là, je ne veux pas faire mon avocate, mais en fait, essentiellement, c'est de ne pas couper le lien économique entre l'artiste et son œuvre malgré un transfert de propriété lors de l'achat. Et bref, ce contrat-là, ce qu'il prévoit, c'est que la plus-value donc de l'œuvre, donc ça reconnaît la valeur, ça reconnaît l'apport de l'artiste dans l'accroissement de la valeur d'une œuvre. Et ce que ça prévoit, c'est que la plus-value de l'œuvre, s'il y en a, va être retransmise à l'artiste. Et non seulement dans le premier, donc lors du premier transfert, mais c'est vraiment une condition qui va être attachée à l'œuvre et qui va suivre l'œuvre à travers le temps. Et donc, j'étais un peu gênée d'apprendre l'existence de ce modèle-là seulement cette semaine, à la fois considérant ma profession, qui est dans le domaine juridique de l'art, mais également de par mes convictions. Et en fait, ça m'a beaucoup interrogée sur
le fait que personne m'avait proposé ça. Personne m'avait dit, tu sais, Joanie, on connaît tes convictions, tu collectionnes que des femmes, tu t'assures de... je te proposerais la vente de cette œuvre-là selon ces termes-là. Donc, et donc, je me suis dit peut-être que c'est parce que j'ai pas l'air assez ouverte malgré tout ce que je pense. Peut-être qu'il y a un mécanisme, je vais pas dire de pouvoir, mais de pécuniaire qui est si bien ancré que on s'attend de moi que je paye le montant et qu'on me donne l'œuvre et ça s'arrête là. Donc, bref, je voulais juste lancer une réflexion parce que j'ai pas eu le temps de faire le tour de cette question-là parce que, comme je vous dis, à ma grande gêne, je n'ai appris l'existence de ce contrat-là que cette semaine. Mais c'est certainement, donc c'est dans une piste de solution. Je veux voir, bien évidemment, il va y avoir beaucoup d'implications à ce niveau-là. Certains collectionneurs voient beaucoup le collectionnement comme une forme d'investissement. À tort ou à raison, c'est sûr que là, si on vient enlever toute la notion de plus-value pécuniaire, parce qu'il y a certainement une plus-value qui dépasse le cadre pécuniaire, mais bref. Donc, ma réflexion ne vient que d'être amorcée à ce niveau-là, mais je pense que c'est une piste de solution de considérer une nouvelle forme contractuelle et un rapport face à l'œuvre dans le collectionnement, en fait. J'allais dire aussi que le rapport à l'œuvre que tu soulèves fait partie des contrats célébrés il y a quelques semaines entre une artiste autochtone et je pense le musée de l'Alberta, Glenbow, à Calgary. C'est dans les reportages que j'ai lus en me préparant pour cette table ronde aussi, sur le lancement du rapport, sur le rapatriement, genre un guide how-to sur le rapatriement et les relations entretenues avec les communautés d'origine par le Royal BC Museum à Vancouver. Je ne sais pas si... Ouais. Donc il y a juste... Voilà. Ça, c'est la première page du PDF qu'on peut consulter facilement sur Internet. Et ça parle également de ce droit de suite, mais peut-être d'une autre dimension, d'une autre manière. Donc, c'est très intéressant, en fait, parce que entre le genre et l'identité, on va dire l'appartenance à la terre, on se rejoint. Alors, j'ai beaucoup à dire. Il y a tellement de ressources ici à Montréal. Il y a The Guild, et juste à côté, le Musée des Beaux-Arts, et juste à côté, Galerie Elka London. Et je pense que c'est très important comme si vous rentrez chez nous, à Toronto, juste pour apprendre, on est vraiment contents. Vous n'êtes pas obligé à acheter quelque chose. Et nous sommes là pour engager les gens, pour comprendre un peu plus les arts inuits, mais aussi la différence entre les arts inuits et les arts des Premières Nations, First Nations. I think there are so many resources and people are maybe intimidated to go into a commercial gallery space because they think like, I'm not going to buy, I just want to learn, I don't really know what I'm looking at. And I mean, I'll speak for myself and many of the gallerists here. It's our pleasure to educate people, and it's important, especially for people who represent Indigenous, non-binary, whatever, that people know the correct language. And people also come in and say, I don't know what word to use anymore. What do I say? I'll be like, Indigenous. And, you know, when somebody says a word like Native, it's not wrong. It's just, you know, the more we learn about and the closer connections we have, I think there are tools to know better. And speaking to what she talked about contract and ethical collecting as far as money is concerned, a lot of people ask us how much the artist makes. And we find it very impolite, but I understand where people are coming from. And it's kind of, like she said, having these uncomfortable conversations. And I wonder if any of you have wondered that. So I'll just tell you. So the artists that we work with work in a co-op collective where the materials and the space is provided.
through the co-op, they ship the work to Toronto, and then all the galleries that represent Inuit work will get it from the marketing leg of the co-op in Toronto, and it's a 50-50 split, like every gallery. And I think there's an assumption because we represent outsider, let's say, that we're a non-profit, but we're not. We're a for-profit gallery, and we take a lot of pride in the work we do. And to come to Papier costs money, and to go to other fairs, to frame the work, to have the space to educate people is worth our investment. And the artists are well paid, and it's a mutually beneficial relationship and a very close relationship that we value. I hope that puts people's hearts at ease. J'ai quelque chose à ajouter sur les musées, genre ma cible première. Juste la photo précédente. Oui. Oui. Donc, je mets cette image de la séquence de reprise d'objets ancestrales par le guerrier Wakandais d'Eric Killmonger dans le film Black Panther, du musée britannique à Londres, afin de soulever la possibilité de devenir porteur d'espoir. Depuis une dizaine d'années, j'observe la mise en accès gratuit en ligne de milliers de photos d'objets ancestraux par les grands musées occidentaux, coloniaux, voilà. On parlait notamment de rapatriement numérique. Mais il y a quelque chose de néfaste ici. Les mêmes images, désormais sur le champ public et libre d'utilisation, sont recherchées par les communautés d'origine et par les marques de mode qui ont recours sans cesse à se les approprier dans des vêtements chers et dépourvus de contextualisation. Ainsi, lorsque mon cousin, professionnel des médias, a cherché sur Internet pour des images de nos ancêtres, il tombe sur le portrait pris en 1890 par Thomas Andrew de notre ancêtre Siamanatafa Pongai, dans la bibliothèque de Wellington en Nouvelle-Zélande. J'ai du mal à concevoir comment les protocoles d'usage mis en place par les musées d'aujourd'hui, voulant tout numériser au profit d'une conscience apaisée, auront l'effet de protéger les droits des communautés d'origine. Faire de la recherche et de la consultation auprès des communautés autochtones partout au monde relève du temps consacré ensemble et la bonne volonté de faire avancer un projet ou résultat désiré de tous. Je me fixe moi-même le défi de lire les rapports comme la photo que j'ai montrée tout à l'heure, récemment paru sur la restitution d'objets pillés pendant les tentatives de colonisation en Afrique, comme c'est le cas en Allemagne et en France en ce moment, comme dans le Grand Océan. Il s'agit également de constituer des groupes et des relations de collaboration entre institutions et personnes détentrices de collections de biens ancestraux comme de restes humains, afin d'en faire la restitution le plus vite possible lorsque ceci est possible et voulu. C'est un travail de longue haleine, d'accompagnement et de création de relations continues de ce que je vois des membres experts du Comité national australien sur le rapatriement et l'enterrement final des restes humains des musées partout au monde, jusqu'en Australie. Des droits à piller, collectionner et détenir les biens ancestraux et restes humains des archives, bibliothèques et musées à caractère colonial. Nous pouvons maintenant nous entretenir avec les histoires, les pratiques, les perspectives des communautés d'origine autochtone vivantes autour de nous. Merci. Merci. Encore une fois, il y a plusieurs sujets qui ont été énoncés, peut-être pas approfondis beaucoup. Peut-être avant d'aller dans le pouvoir qu'on pourrait avoir et qui correspond aussi un peu à la première partie que vous avez, ce qui me frappe, mais ce qui n'est pas si étonnant que ça, en fait, c'est le pouvoir de l'argent. Parce que si on repense, en fait, le droit de suite, il existe, mais pas pensé comme ça en Europe. Mais voilà, on remet en question une partie du collectionnement qui est quand même basée sur cette idée de faire des profits. Donc, je ne sais pas comment réagiraient les grandes ventes aux enchères avec ce type de contrat-là, mais c'est l'ensemble de la structuration du marché de l'art qui peut être questionné par ça. Et de la même façon, c'est les collections des grands musées qui doivent être repensées, mais qui ne vient pas sans d'immenses questions qui sont à la fois des questions de rapport de pouvoir et à la fois des questions économiques majeures. Donc, je ne sais pas si vous avez cheminé dans cette réflexion-là sur comment le faire ou qu'est-ce que ça implique ou...
Pour les galeries commerciales en Australie, il y a un code d'éthique, d'engagement, de participation avec les artistes autochtones, des centres autogérés en région reculée comme en ville. Ça s'appelle Indigenous Art Code et c'est volontaire. Mais c'est comme une marque de confiance qu'on peut faire en tant que collectionneur, collectionneuse en la galerie. Pour savoir qu'il y a des experts qui viennent consulter la démarche sur le champ et comment les artistes sont traités, comment le transfert des œuvres se fait. Et le droit de suite fait partie de ce code-là. Je pense que c'est une priorité ici à Montréal aussi, au Musée des Beaux-Arts et aussi au Musée d'art contemporain, de collectionner les œuvres autochtones, non-binaires. C'est le Musée des Beaux-Arts dans la nouvelle pavillon, le Peace Pavilion. Il y a tout un étage pour les œuvres inuites. C'est une autre ressource d'apprendre les mots-clés. Oui, je pense qu'effectivement, il y a une structure qui est là depuis longtemps, dans laquelle on évolue tous présentement. Je pense qu'à certains égards, ça va être plus difficile qu'à d'autres égards de changer certaines de ces structures, aspects de ces structures-là. Mais je pense que c'est pas parce que ça va être difficile qu'il faut pas essayer, faut pas engage thoughtfully avec l'idée de revoir. Donc, mais ce que je disais tantôt, c'est ça, c'est avec cette notion du droit de suite du point de vue pécuniaire, il peut y avoir aussi un backlash parce qu'il y a beaucoup de gens qui, je dis à tort ou à raison, collectionnent avec cette vue-là vers le profit ou cet investissement-là. Donc, encore là, ce que je propose pour l'instant, c'est pas nécessairement de introduire un droit de suite dans la législation, plus que y aller un cas par cas, et d'avoir cette discussion-là dans ce que proposer, puis dans le contrat modèle, c'est 100%, mais il peut avoir un mi-chemin, il peut avoir, parce que bien évidemment, il y a des cas où les œuvres ne prennent pas de valeur. Et donc, prévoir ces cas-là, mais avoir ces discussions-là, puis commencer petit par petit avec vraiment sur une base volontaire, une base d'avoir la discussion, puis après de commencer à signer ce type de contrat-là avec des paramètres qui sont peut-être plus facilement... comment je peux dire ça? Pas acceptable. Oui, c'est ça. Donc, et de créer un modèle. Commencer avec et après de pouvoir créer un précédent, puis pouvoir dire après en tant qu'artiste ou en tant que collectionneuse ou collectionneur, ben écoutez, moi j'ai acheté selon ces termes-là, je considère qu'ils sont justes, je considère qu'ils sont éthiques. Et après, créer un mouvement qui tend plus vers ce modèle-là, qui, du moins à mon sens, à moi, me paraît plus juste et plus qui assure peut-être plus la pérennité de certaines de ces convictions-là. Puis, donc, je pense que... Voilà. Donc, je suis contente que maintenant, vous savez... Peut-être que vous le saviez tous que ce modèle-là existait et que j'étais vraiment la seule... je connaissais le droit de suite. Ce que je connaissais, c'est qu'il ne s'appliquait pas au Canada. Donc, mais là, de voir qu'il y a des gens qui se penchent vraiment là-dessus, puis qu'il y a même un modèle... Le contrat, je l'ai lu, il est parfait, là. Légalement, il est... Donc, voilà. Oui, en fait, le droit de suite, il existe en Australie, il existe en Europe, donc il est pas utopique en soi. Là, c'était plutôt la question du 100% sur les gains, avec lequel je suis pas nécessairement content, mais voilà. Donc, c'est effectivement des questions importantes à se poser par rapport à ça. Je sais pas, à 2 ou 3 reprises, vous avez dit, vous semblez considérer que le champ de l'art évolue, que ces questions-là sont de plus en plus importantes. Je ne sais pas si je dresserais un portrait aussi positif que celui que vous sembliez dire en disant toutes les galeries ici se préoccupent de... Je ne sais pas, si je vous demandais, on en est où maintenant par rapport à ces questions-là et c'est quoi les obstacles qui restent à franchir? Je sais pas si vous avez des réflexions à ce niveau-là.
Moi, je suis quelqu'un de privilégié dans le sens où je fais partie du groupe de référence océanien du musée de Melbourne. Donc, 2 musées sur tous les musées d'histoire sociale, d'ethnologie avant, ont des groupes semblables. Donc, le nôtre et le musée australien à Sydney. Et donc, c'est un groupe d'experts de différentes nations autour de la zone qui appuie le travail de l'équipe commissariale qui travaille maintenant, en ce moment, sur le renouvellement de l'exposition permanente qui date de 1999. Donc, vraiment de l'ouverture du nouveau site du musée. Donc, en même temps d'aborder des sujets pouvant servir de matière à exposer, sélectionner les œuvres dans les galeries, il y a le développement des protocoles, de nouvelles politiques basées sur ce qui se passe ici, ce qui se passe en Norvège, ce qui se passe au Japon, parce que maintenant on est très liés, on n'a pas... on n'a pas la fermeture d'esprit qu'il y avait il y a très longtemps. Et donc, avec Internet, avec les réseaux, on a l'opportunité d'envisager des politiques qui ne sont pas juste réparatives, mais qui portent... moi, je parle beaucoup d'avenir. Je suis chercheur en avenir autochtone, mais également, genre, il nous faut de l'espoir. Il nous faut envisager un monde, des mondes autres que celui dont on vit, dans lequel on vit. Donc, ouais. Oui. Je pense qu'il y a pour moi, il y a des changements concrets. Mais je crois également, je pense comme Ève, que les choses changent si peu rapidement. I could speak. Sorry, I got away from your question and just kind of going back to what you were saying, if that's okay. I do think there is a hunger for information, and people are looking to be politically correct, know the words, know what they're looking for, and understand the full story. And I think that's really encouraging as far as private collecting is concerned, as well as corporate collections and museums. Yeah, there certainly is a hunger for the information, and I think people are very clever in looking for it. Pour moi, ça dépasse la rectitude politique. C'est un engagement d'ego, d'égal et d'apprivoisement de l'autre. Ce qui se passe en ce moment, c'est comme du jamais vu sur Terre. On est des populations qui se brassent de plein d'horizons différents et c'est une chance. Puis bien sûr, il y a la montée des mentalités limitantes. Mais pour moi, c'est aussi l'occasion de complexifier les choses, de voir que les choses sont toujours complexes, compliquées. Et c'est ça la beauté de l'œuvre qui nous attire, du récit qui est raconté, ou du départ dans la démarche de l'artiste d'une histoire de l'art inuit ou autre, Sami, etc. Oui, non, je pense que c'est encourageant quand même, vraiment. Mais je pense qu'il faut aussi être vigilant, ce que peut-être que dans certaines sphères, ça évolue un petit peu moins rapidement et que vite, je ne veux pas dire qu'il y a une inertie, mais il y a une tendance à, si on ne maintient pas le questionnement puis la réflexion, à retomber vers certaines habitudes qui ont été les nôtres pendant très longtemps. Donc, je pense qu'il faut vraiment... aller chercher l'information. Puis je pense que c'est fondamental. Une fois qu'on a cette information-là, ou on a ces discussions-là, là, ça devient vraiment difficile de retomber dans ces vieilles habitudes ou parce que il y en a une relation qui a été créée avec des gens, donc et on est aware of the challenges donc je pense qu'il
il y a beaucoup d'espoir, puis qu'on va vers la bonne direction, mais je pense qu'il faut rester vigilant quand même, du moins dans certaines sphères. Bon, c'est bon, des messages d'espoir. Mais ça serait quoi les leviers de pouvoir? Hein, parce que ça serait quoi justement pour continuer à progresser et ne pas reculer, qu'est-ce qu'il faut absolument qui s'installe? Et où est-ce qu'il faut que les personnes soient et quelles personnes? Je ne sais pas si ma question est claire, mais on parlait de représentation. Qui doivent mener ces combats? Comment? Où? C'est une difficile question. Oui? Je pense qu'individuellement, on a chaque personne qui s'inscrit dans le milieu de l'art, peu importe avec quel chapeau, en fait, doit s'assurer de poser des gestes qui sont éthiques. Et donc, comme je disais au départ, pour moi, un collectionnement, parce que ça, c'est mon chapeau, je collectionne, c'est accepter et assumer la responsabilité de collectionner selon ses valeurs, même si parfois il y a des œuvres qui nous tentent, qu'on aimerait, mais il n'y a pas cette adéquation-là. Donc, je pense qu'il y a une des choses, c'est qu'individuellement, les gens, peu importe leur rôle, doivent s'assurer de poser des gestes qui sont en conformité avec leurs convictions. Et après, ça c'est donc quand on a un geste individuel, quand on fait partie d'un collectif, que ce soit un comité d'acquisition d'une collection privée et d'un musée, on doit là s'assurer d'avoir ces discussions-là dont on parlait. Puis on doit, je pense, vraiment mettre en place des politiques à tous les niveaux pour s'assurer que le collectionnement de ces institutions-là soit conforme avec les convictions de l'institution, mais également là, puis de revoir ces convictions-là, comme je parlais, de s'assurer que... alors, je pense qu'au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, là, il doit vraiment avoir des gestes qui doivent être posés, puis on doit s'assurer qu'ils le soient, et quand même assez rapidement, parce que je trouve qu'il y a peu d'excuses pour certaines institutions de ne pas avoir les politiques dont on parle. Il y en a encore qui les ont pas, en fait. Donc, voilà. Mais est-ce que vous pensez que ça roule déjà? Pas assez vite? Je pense que ça dépend. On parle de quelle sphère, de quelle institution. Je pense que il y a des institutions privées qui sont plus avancées à ce niveau-là. Je dirais qu'il y a certains... Je ne veux pas en nommer, bien évidemment, parce que je ne suis pas là pour ça, mais je pense que sur certains... Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a certaines personnes aujourd'hui encore qui se sont peut-être jamais réellement questionnées sur la raison pour laquelle leur collection était composée de la façon dont elle est composée. Alors, même juste... donc, on est loin d'adopter une politique de collectionnement éthique formelle. On est encore à certains niveaux dans une réflexion ou débuter une réflexion sur la composition de notre collection actuelle. Donc, je pense qu'il y a chaque institution avance à un rythme qui lui est propre. Donc, je pense qu'à certains niveaux, ça ne va pas assez vite. Puis je pense qu'à d'autres niveaux, le rythme est parfait. Puis on est rendu à un endroit où il fait bon être. Là, mais je pense qu'il y a du travail à faire à certains niveaux, je pense. J'ai parlé des deux musées qui ont des groupes de référence océaniens donc composés de nos communautés, puisqu'il y en a plus de 100 en Australie qui n'en ont pas. Et en tant que population diasporique, on est très nombreux en Australie, genre 400 000 peut-être, avec la population maori, papou, entre autres. Donc, c'est pas comme le cas du musée britannique à Londres, où les communautés d'origine sont très très loin, à 20 heures d'avion, et sont pas devant à faire de la manifestation comme ça se fait ailleurs. Donc je pense que depuis plusieurs années, ça parle décolonisation partout, mais dans les faits, c'est beau avoir les ateliers d'écriture, de rédaction d'une nouvelle politique, mais le suivi et les conséquences de ne pas suivre les conseils, les objectifs dans ce genre de politique doivent être
significant pour que ça change, je pense. Puis c'est pas juste... c'est pas assez pour moi de penser qu'on est fautif, puis qu'il faut changer d'habitude et il faut se décoloniser. Et qu'est-ce que c'est que ça? Puis ça parle partout. Il y a beaucoup de sentiments très forts, très profonds qui viennent de très loin et puis d'ignorance. Donc quelque part dans tout ça, pour moi, il faut de l'amour. Il faut cette étincelle. Qui vient en regardant une œuvre qui transporte, puis de se souvenir que c'est une aventure, c'est pas une tâche lourde, ou pas que ça, peut-être. Oui, it's a question of accessibility, and I think also just consciousness. And I don't know who and where, would make it work, but I think conversations like this and clearly an interest in learning, certainly a good start. Yeah. Peut-être c'est trop simple. J'ai pas plus de réponses. Hein. Moi, j'ai l'avantage de poser les questions, donc j'ai la position facile. Peut-être on est vraiment proche de la fin, mais il y a un mot qui n'a pas été prononcé et qui est pourtant au cœur des débats, en fait, quand on parle de représentation, c'est la question des quotas. Est-ce que un certain calcul de représentation pourrait être une des solutions ou pas? Donc, encore une question qui n'est pas simple et qui divise beaucoup le milieu, mais je voulais au moins prononcer le mot puisqu'on ne l'avait pas fait. Et je ne sais pas si ça vous amène des réflexions. On l'a peut-être banni, justement. Après l'amour, les quotas. Oui. Moi, je suis pour. Donc, on peut en discuter tellement longtemps, mais je pense que... Puis peut-être, encore là, je pense que ça dépend des milieux. Peut-être que j'ai un point de vue un peu plus cynique de par le... Mais à certains niveaux, je trouve que c'est trop lent d'attendre qu'il y ait toute cette réflexion-là, cette prise de position-là. Et donc, après, comment imposer des quotas dans des collections privées, c'est une autre discussion, là, mais certainement, pour moi, dans les collections publiques, il devrait avoir, comme je disais tantôt, une représentativité qui est proportionnelle et qui reflète la composition de la société qui porte cette institution-là. Et pour moi, ça ne fait... Je comprends même pas qu'il y ait un débat à ce niveau-là, en ce que... et voilà. Donc, tout ce qui est public, pour moi, c'est clair. Puis là, après, comment imposer aux gens dans les collections privées, là, c'est peut-être un peu plus difficile de l'imposer. Je pense qu'il devrait quand même avoir ces discussions-là au niveau des conseils ou des comités d'acquisition dans ces collections privées-là, puis il devrait vraiment avoir une réflexion puis des discussions sérieuses sur la non-représentativité de ces collections-là en général. Donc voilà. Donc moi, je sais que c'est un gros débat le quota, mais ouais. En tant que commissaire, la quasi-totalité des artistes avec qui j'ai travaillé, avec qui je travaille toujours, sont des artistes autochtones de nations en Australie, ici, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, ailleurs. Et c'était un choix. Mais c'est... J'ai consacré toute ma pratique commissariale à soulever ces questions, à créer de l'espace et mettre cette perspective-là sur les murs. Donc, j'ai pas besoin de quotas dans ma pratique professionnelle, puisque c'est l'élément le plus motivant, je pense. Je suis d'accord. Oui. Mais je dirais la même chose. Je pense que c'est important de voir que les œuvres sont contemporaines and to not ghettoize. I do think, there is... I think that, in a few collections, they do have a priority to have, 30% women, 10% Black women, or whatever. That is important. And I think if we have the quotas, the more we instill them, the more we won't need them.
because then the work will be more exposed. If that, you know. Il y a une polémique en Australie en ce moment, puisqu'il y a un nouveau prix pour artistes femmes, justement. Je pense que la valeur est de $100,000. Et 3 artistes de souche européenne l'ont obtenu. À l'ère où beaucoup d'artistes issus de l'immigration de nations autochtones gagnent des prix, font partie des grandes expositions partout. Donc, il y a beaucoup de débats là-dessus. Et puis, je pense que dans ce cas-là, ça relève de la politique du jury, justement, et pas d'une dynamique de quotas, mais c'est très important. Je pense que dans les politiques de collectionnement des musées nationaux en Australie, c'est sûr, je pense qu'il y aurait des quotas pour telle partie de la population, surtout en considérant que les œuvres collectionnées avant 1980 étaient plutôt des hommes bourgeois de souche européenne, et même pas de femmes, de personnes non-binaires, trans, etc. Je mitige un peu. Merci infiniment. Je pense que je vais te céder la parole, Maude, parce qu'on est rendu à l'ouverture à des questions de la salle. Oui, alors, est-ce que quelqu'un avait une question à poser? Oui. Oui, d'accord. Allô. Ma question est pour vous tous, là. J'imagine que vous avez tous votre opinion là-dessus. Est-ce que, des fois, on parle de quotas pour les collectionneurs et les pièces collectionnées, mais est-ce que le problème vient pas aussi des personnes qui font les choix, qui sont en charge de distribuer l'argent? Puis ça, est-ce que plus d'ouverture vers certains programmes d'études ou dans les CA, ou est-ce qu'il y a un effort qui est fait pour diversifier aussi les gens qui collectionnent à grande échelle et aussi sur le marché privé? Parce que quand on voit qui a l'argent aujourd'hui, les milieux d'où ces personnes-là viennent, c'est en général pas de milieu qui s'intéresse du tout à des questions d'éthique, ou c'est très pécuniaire. Donc, c'est ça. C'est ma question, finalement. Est-ce que vous avez des opinions là-dessus? Non, en fait, le collectionnement, encore aujourd'hui, il est majoritairement fait par des... Bref, pas nécessairement des gens non-binaires issus des... Là, je cherche mes mots parce que j'en suis rendue maintenant vraiment très consciente de... Des minorités visibles. Bref, mais mon point, c'est que je suis vraiment d'accord avec quand tu as parlé du jury, tantôt. J'ai failli dire, mais il faudrait un quota sur les compositions, dans le sens que... Puis des conseils d'administration. Mais ça, c'est surtout clair. Donc, non, mais et voilà, donc ça, c'est mais c'est clair, en fait. Où je trouve que c'est plus difficile, je pense, c'est dans la sphère privée, parce que commencer à imposer des quotas, je dis pas que je suis contre, je veux juste dire que réaliste, d'un point de vue réaliste, ça va être peut-être plus long, ou c'est peut-être plus... je pense que le débat il est différent que dans nos institutions publiques. Par rapport à l'accès, c'est l'accès au capital essentiellement. Donc ça, c'est un débat tellement plus large que le milieu de l'art. Je pense que c'est parce qu'il est plus large qu'on ne devrait pas l'avoir. Mais c'est certainement, pour moi, les conseils d'administration de toutes les institutions publiques en lien avec l'art et avec tous les domaines devraient avoir une composition qui est complètement représentative de la société ou des communautés qui le desservent. Plus, genre réparative. Ouais. Plus représentative que représentative. Genre, c'est pas en termes de démographie, telle partie de la population, c'est pour... si c'est un geste réparateur, oui. On met plus de personnes noires dans la salle pour compenser. Ne pas avoir de tokenisation. Attends, j'ai... Tokenisation, genre d'avoir une personne noire ou une personne autochtone qui devrait être experte en tout. Pas avoir de l'expérience, juste pour avoir quelqu'un. Ah oui. Non, ça, c'est le danger que tout le monde... C'est ça que vous voulez dire. C'est ça. Oui, genre... Non, je pense vraiment que ça devrait être représentatif de la... Donc, si on prend un musée à Montréal, on devrait voir qui ce musée-là dessert, et on devrait
s'assurer que le conseil d'administration de ce musée, les comités d'acquisition, les comités aviseurs, les jurys, tout ça devrait refléter la communauté qui est desservie par ce musée, en fait. Et sans en faire une adéquation mathématique parfaite, il devrait du moins avoir une réflexion très sérieuse. Puis je ne dis pas qu'elle n'existe pas, je veux juste dire que selon moi, elle devrait avoir lieu. Et bref, ouais. Je connais juste, parce que je viens de l'Australie, et je me suis installé ici il y a juste 5 mois, d'un programme pour jeunes collectionneurs d'un des centres d'art contemporain à Melbourne. Pour un peu, je pense qu'ils font du marketing auprès des firmes, des cabinets d'avocats et autres, pour susciter de nouvelles participations en termes de collectionnement. Mais je pense que ici, c'est déjà à Montréal, il y a peut-être beaucoup de gens qui ne sont pas impliqués dans le collectionnement, mais qui pourraient l'être, comme vous le dites. Donc, ça revient peut-être au calque aussi, ou aux instances publiques de susciter ce genre d'intérêt, comme peut-être à la fondation du papier. J'ajouterais peut-être, je vais prendre, mais comme enseignante, je pense qu'il faut aussi diversifier qui enseigne l'histoire de l'art, qui enseigne pas juste l'histoire de l'art, mais qui enseigne les arts et quel type de production peut être incluse dans l'art contemporain. Alors, donc, c'est toute cette réflexion-là qu'on doit mener, qui n'est jamais arrêtée, en fait, qu'on doit toujours reproduire. Et effectivement, la seule façon de l'assurer, c'est pas juste par une ouverture de ceux et celles qui sont déjà là et qui représentent une certaine majorité, mais c'est en diversifiant les personnes qui sont elles-mêmes enseignantes et qui vont former des étudiants de plus en plus pluriels qui eux-mêmes vont... Ah voilà, c'est une roue qui tourne toujours. Mais juste pour compléter une autre question par rapport à ce sujet-là, est-ce que, je sais que c'est humain en général s'attacher dans des relations à des gens qui nous ressemblent, est-ce que ça peut être un frein, surtout au niveau je dirais, de l'enseignement et tout ça, puis des postes, de l'attribution de certains postes, de certaines responsabilités? Est-ce qu'il y a un désir d'ouverture? Est-ce que vraiment il y a un désir d'aller à l'encontre de peut-être son premier instinct et d'aller chercher la confrontation? Le milieu universitaire a ses avantages et des désavantages. Donc, c'est un milieu qui est généralement ouvert. Après ça, c'est un milieu qui fonctionne à l'expertise. Et on reconnaît comme experts ceux qui pensent comme nous. Je résume un peu, mais il y a un système de formatage, de spécialisation dans l'université qui rend plus difficile ou qui est un enjeu à cette pluralisation. Cela dit, comme les autres milieux, on y réfléchit de plus en plus et je pense qu'il y a une transformation concrète du profil type des enseignants. Et donc, j'ai de l'espoir, mais c'est de la même chose que dans le champ de l'art. C'est-à-dire que c'est un combat qui est loin d'être fini, qui commence et pour lequel il faut continuer à réfléchir énormément. Et non seulement réfléchir, il faut agir. C'est-à-dire qu'il faut être concrètement conséquent et il faut modifier nos critères. J'ai une autre question. Est-ce que je peux? Il y a plusieurs personnes. Désolée que je ne vous avais pas vu. Derrière vous. Bonjour, je suis Nicole Millette. Je suis membre de l'atelier circulaire qui pratique l'estampe. Vous connaissez cet atelier je suis membre depuis 26 ans. Et j'enseigne aussi le dessin à l'UQAM. C'est une question hypothétique parce que j'ai une exposition que je voudrais faire circuler. J'étais commissaire dans le Canada anglais. J'ai appliqué à différentes galeries et puis zéro réception. La question serait la suivante. Est-ce que, par exemple, un musée devrait avoir un quota pour les francophones du Québec, un artiste homme ou femme? Parce que vraiment, il y a une non-réception présentement quand on applique ailleurs qu'au Québec. L'exposition a circulé dans 3 endroits ici au Québec. Je siège au conseil d'administration du collectif des commissaires autochtones du Canada en tant que représentant océanien depuis 3 ans. Et je voulais juste mentionner le projet Tiohtià:ke,
pour le Tiohtià:ke, le toponyme Kanien'kehá:ka pour l'île de Montréal, qui comprend 2 ans de programmation de visites commissariales d'artistes autochtones tout autour du Québec et d'éventuelles expositions, comme c'était le cas l'année dernière avec la Biennale d'art contemporain autochtone, la BACA, dans différents endroits. Donc, déjà, en se demandant s'il y a assez de représentation québécoise à l'extérieur du Québec, il n'y a pas assez pour les Autochtones, pour les personnes issues de l'immigration au sein des frontières du Québec. Et puis, je pense après, c'est peut-être pour les organisations, les associations des tournées d'exposition à parler de ça. Oui, en fait, c'est sûr que la réalité, mais je dirais la réalité francophone au Canada est aussi pas évidente. Donc, je pense que, voilà, cette question-là peut se poser de multiples façons. Donc, elle peut être perçue du côté québécois francophone en disant on perce pas à l'extérieur du Québec. Mais je pense que de la même façon, il y a beaucoup de franco-ontariens ou de franco-manitobains qui se sentent complètement marginalisés aussi. Donc oui, je pense que ça a toujours été, ça reste un enjeu de représentation, mais après ça, c'est ça. C'est pas le seul groupe. C'est peut-être là où il y a une ouverture différente, c'est-à-dire que c'est ça. On n'est pas le seul. Les francophones ne sont pas le seul groupe, et loin d'être le seul groupe minorisé au sein du champ de l'art. Absolument. On appelait ça entre les 2 solitudes. La langue est une barrière. Il faut traduire tout pour se comprendre. Hein? Mais on s'améliore. Alors, j'espère que l'accueil ici au Québec sera encore meilleur pour les Autochtones. Je voulais juste mentionner également le fait, dans la communauté d'artistes de commissaires autochtones à Montréal, que je fréquente, j'ai connu plusieurs artistes autochtones et franco-manitobaines, franco-ontariennes, mais qui se fondent dans la masse anglophone ici. Et je leur ai posé la question plusieurs fois, pourquoi est-ce que vous avez un peu largué l'aspect identitaire ou professionnel francophone dans votre démarche, site web d'artistes complètement en anglais ou juste pas d'intérêt à circuler un peu comme aujourd'hui, dans ces cercles-là. Et souvent, on m'a répondu en disant que c'était que les anglophones ne faisaient pas assez d'efforts pour comprendre. Donc, ces personnes ont dû tout embellir en anglais. Puis en Océanie, on a des archipels francophones, des archipels anglophones, des archipels indiens qui sont sous le joug indonésien. Et on a la même dynamique, sauf que ça ne fait pas partie du même pays ou de la même province. Mais il y a une ignorance profonde des pratiques des artistes francophones, autochtones des îles du Pacifique, par les artistes, les commissaires anglophones. C'est profond. Il y a 1 ou 2 événements tous les 2 ans où les artistes sont représentés. Et puis, de là à percer dans la démarche, à bien comprendre, à apprivoiser l'autre, à faire circuler les œuvres, c'est très loin de ce que je vois. Pardon. Donc, Ève, on va prendre une dernière question, puis... un commentaire où on était à la dernière question sur les quotas, puis discuter de justement avoir plus un quota dans le jury ou dans les CA. Puis il y a aussi une lenteur. Vous parliez d'une lenteur dans ces changements-là. Puis moi, je pense qu'il y a beaucoup de lenteur parce qu'on a de la difficulté en tant que personne privilégiée blanche à laisser aller nos privilèges puis à céder nos privilèges. On fait partie des structures, puis c'est difficile. Il y a comme tu parlais beaucoup des gens, les gens sont prêts à vraiment vouloir être politically, j'arriverai pas à le dire, correct, mais on veut s'informer, on veut être correct, mais c'est difficile de céder notre place. Puis c'est difficile parce que c'est un milieu tellement compétitif, tellement dans la performance. Puis ce que je réalise, c'est que oui, on a une volonté de mouvement, mais ça stagne parce qu'on n'est pas réellement prêt à faire. Moi, je vais perdre mon poste, puis
je vais le donner à une personne qui aurait, pour donner plus de visibilité, puis il y a tout ça qui est très présent. Puis en tout cas, moi, je me réfléchis beaucoup à cette position-là en tant que personne blanche. Fait que c'est ça. Mais c'était plus un commentaire, pas tant une question, mais genre, prise de continuer là-dedans, puis super important dans le collectionnement. Mais si vous voulez ajouter, hein, j'ai fait un peu de recherche durant mon doctorat sur les politiques d'emploi des minorités entre l'Australie et le Canada, dans les musées, les galeries et dans les écoles d'art et de design. Il y a une pratique qui se répand à l'OCAD, à Emily Carr, à Vancouver, et qui se répand également à l'UQAM, de ce que je vois, d'embaucher plusieurs personnes en même temps, 5 personnes, 3. Et donc, je pense que peut-être là, c'est pas le même financement. Et c'est de ça aussi qu'il faut parler, je pense, ou se demander si... je sais pas, c'est céder la place, comme vous dites, mais c'est également... c'est pas perdre sa place. Non. C'est inviter autrui, d'autres personnes à la table. Mais je suis tout à fait d'accord, hein, mais ça reste présent, cette idée-là de pas juste faire partie d'un groupe puis d'être ensemble là-dedans puis travailler. Mais, je sais pas si vous vouliez réagir. Ben, moi, je trouve ça beau de terminer sur cette question qui est aussi irrésoluble, mais qui est celle de la posture d'allié. Et de qu'est-ce que ça implique d'être allié. Et effectivement, à un moment donné, ça oblige de se décentrer et ça oblige parfois même de se tasser. Et ça, c'est loin d'être évident quand on est d'abord pas habitué à se questionner nous-mêmes sur nos privilèges et ensuite à réfléchir à qu'est-ce que ça implique plus d'égalité par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos propres pratiques et nos propres positions dans la vie. Donc, bien, merci beaucoup. Donc, je vous remercie d'avoir participé à cette discussion-là qui n'est pas facile. On a comme un peu mergé 2 sujets en plus. Donc, merci aux panélistes et merci à vous d'avoir été présents. Donc, je vous rappelle que le tout a été web diffusé, va être disponible sur notre site web. Donc, vous pourrez partager les conférences de toute la foire. Merci beaucoup. Bonne journée.